De footballeur professionnel à recruter en cabinet, puis en entreprise et maintenant chef d'entreprise, j'ai eu quelques vies avant de trouver mon équilibre, ma singularité et de réussir à la placer dans un environnement favorable au développement de mon plein potentiel. Bonjour, je suis Jess Bichet. À travers ce podcast, j'ai envie de vous partager des histoires passionnantes et singulières de celles et ceux qui, comme moi, ont osé s'écouter, ont osé faire des choix audacieux pour trouver leur équilibre. Bienvenue dans un monde hors norme. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Hors Normes. Je suis aujourd'hui avec Michael Jacquemin, directeur général de CBRE France. Bonjour Michael. Bonjour. Comment tu vas ? Ça va très bien. Ouais, merci d'avoir accepté mon invitation et de nous recevoir ici. Alors on est à Toulouse exceptionnellement puisque tu vas fêter les 30 ans des bureaux de Toulouse aujourd'hui, ce soir d'ailleurs. Exactement. Puisque d'habitude tu es plutôt à Paris. Hein. Oui. C'est là-bas où on se voit le plus souvent en tout cas, c'est plutôt Paris. Oui. Hein. Avant de dérouler l'épisode, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Ok, je suis directeur général de CBRE France. Ouais. Alors CBRE France, d'abord, qu'est-ce que c'est ? Ouais. CBRE, c'est le leader mondial de l'immobilier d'entreprise. Okay. Donc c'est un acteur assez grand au niveau mondial puisqu'on est 130 000 collaborateurs. Et moi je représente l'entité française qui est beaucoup plus un confetti par rapport à ce que nous sommes au niveau mondial. Merci pour cette présentation et pour lancer l'épisode, est-ce que tu avais imaginé une seconde faire ce que tu fais aujourd'hui au démarrage de ta carrière professionnelle ? Pas du tout. Mais alors absolument pas. Comment tu as démarré d'ailleurs ta carrière ? Par quoi ? Parce que alors, moi je te connais un peu, je sais qu'avant d'être directeur général, tu as été DRH, mais oui. Avant tout ça, par quoi as-tu démarré ? Alors j'ai commencé ma carrière par accident en fac de droit. Ok, ouais. Pourquoi accident ? Pourquoi par accident ? Parce qu'en fait au départ j'avais en tête de faire Sciences Po. Ok. Mais je n'étais pas... je m'étais inscrit sur la prépa Sciences Po et j'ai pas suffisamment travaillé mon bac. Okay. Donc je suis allé les mains dans les poches sans réviser le bac, passer l'examen et quand je me suis retrouvé avec mes résultats, alors je l'ai eu, mais je n'ai pas eu la mention que j'aurais dû avoir. Okay. Résultat, j'ai été puni. Et ma punition, c'était de ne pas pouvoir faire la prépa. Et donc à ce moment-là, j'ai fait une fac de droit parce que simplement il y a une passerelle. Quand on fait une licence en droit, on peut ensuite basculer sur Sciences Po. Okay. Donc je suis tombé complètement par hasard dans les études de droit. Progressivement, j'ai découvert ce que c'était, tout simplement. Ouais. Et puis j'ai abandonné complètement l'idée de Sciences Po. Okay. Voilà. Et j'ai poursuivi en fait mes études de droit, tout simplement. Mais pourquoi ? Parce que finalement, le droit. Parce que le droit est une matière très vivante, en fait, qui me parlait énormément. D'accord. Et que ce soit le droit commercial, le droit immobilier, le droit du travail, qui a été ma dernière spécialité sur laquelle je me suis un peu plus orienté à la fin. Mais aussi le droit pénal que j'aimais beaucoup. Mais le droit, en fait, c'est juste la retranscription de la vie, en fait, hein, mais c'est un peu tout ce qu'on fait au quotidien. Ok. Voilà. Mais alors, du coup, ça t'a convaincu pour ne pas aller derrière à Sciences Po ? Alors, non, c'est juste qu'après, j'ai abandonné l'idée. C'était une idée que j'avais comme ça. Quand on sort du lycée, on ne sait pas trop, en fait, ce qu'on veut faire, tout simplement. Et je savais toujours pas, hein, d'ailleurs, quand j'ai fini ma licence en droit, je n'ai pas choisi d'aller faire le concours passerelle pour retourner vers Sciences Po, qui était mon projet d'origine. Mais j'avais toujours pas d'idée de ce que j'allais faire, en fait, tout simplement. Et alors du coup, t'as fait quoi ensuite ? Là, t'as une licence. Alors après j'ai fait, à l'époque c'était maîtrise et DESS, hein, donc c'est ce que j'ai fait. Moi je me suis spécialisé en droit social. J'avais 2 matières de droit qui me passionnaient beaucoup, c'était le droit pénal et le droit social. Et j'ai choisi le droit social finalement. D'accord. Dans quelle école du coup au final ? J'ai fini. Alors j'étais à l'époque à la fac de droit à Nice. Ouais. Et ensuite je suis parti à Paris 10, Nanterre, où j'ai fait ma spécialité en droit social. Okay. Et puis ensuite j'ai bifurqué et j'ai fait un DESS RH. Et là, voilà. Dans quelle école ? Paris ? À l'Institut catholique de Paris. Ok. Ouais. Ok. T'as choisi ces écoles à l'époque, en fait, quand j'ai fait du droit social,
À l'époque, après, j'avais hésité entre poursuivre en droit social ou faire un master RH. À l'époque, c'était DESS. Et master RH, ça me parlait plus parce que je me projetais plus dans le monde de l'entreprise. D'accord. Et j'avais pas envie d'être nécessairement, par exemple, avocat. Même si je trouve qu'ils font un travail extraordinaire, parce que je travaille avec eux dans tous les domaines du droit d'ailleurs. Mais voilà, donc le monde de l'entreprise, j'avais envie d'y être, et je me disais que en étudiant le droit social, la filière RH m'a attiré, et c'est comme ça que j'ai commencé ma carrière, d'abord en choisissant ce DESS-RH, et ensuite en commençant ma carrière en tant que professionnel RH. Et du coup, tu démarres cette carrière dans quelle société et à quel poste? Alors, je commence ma carrière, on va dire, au tout début. J'ai commencé par des petites missions qui étaient des missions de CDD dans le milieu de l'assistance. Donc, j'ai travaillé pour Mondial Assistance. D'accord. J'ai travaillé aussi pour Fidelia Assistance. Ok. Et ensuite, j'ai commencé mon premier emploi vraiment après avoir été diplômé, parce que ça, c'était des emplois temporaires et aussi des stages. Et ensuite, j'ai bifurqué. J'ai rencontré à l'époque la direction de Foncia, l'immobilier. C'est ma première connexion vraiment avec l'immobilier. Et j'ai travaillé avec eux pendant 6 mois. C'était mon premier emploi après mon master. Où là, je faisais beaucoup plus du droit social. J'étais dans le département juridique social. Et puis, j'ai fait une mission de 6 mois et j'ai bifurqué ensuite sur une autre entreprise qui était son compétiteur de l'époque, qui s'appelait Gestream, devenu un peu plus tard Nexity sur la partie résidentielle. Okay. Et là, tu vas faire combien d'années chez eux? Je suis resté 3 ans chez eux. 3 ans. Alors chez eux, je suis resté 3 ans. J'ai commencé aux ressources humaines. On a structuré le département RH à l'époque qui était naissant. Et ensuite... c'est intéressant ça, quand tu arrives... Le département RH, il ressemble à quoi? Il était en construction. On venait de créer en fait les fonctions centrales en fait de l'entreprise de Gestream à l'époque. Et donc j'ai rejoint l'équipe RH pour construire justement la structuration d'un grand réseau, parce que c'est quand même un grand réseau, et les aider à développer un certain niveau de taille, développer davantage en fait leur activité et leur croissance, parce qu'il y avait des besoins en recrutement qui étaient très importants. Parce qu'à l'époque, c'était une société de combien de personnes à peu près? À l'époque, on était, je pense qu'on était 2800. À ce moment-là, Mais c'était un réseau très étendu, notamment en région. Ouais, d'accord. Ah oui, il y a un maillage territorial fort. Un maillage territorial très fort et qui avait envie de se doter quelque part de fonctions centralisées pour pouvoir davantage... D'accord, le choix de la centralisation avait été fait à ton arrivée, si je comprends bien. Il avait été fait à ce moment-là, et moi je fais partie de l'équipe qui est venue renforcer le siège de l'époque. Donc sur la partie sociale juridique RH. RH au global. Voilà. Et ensuite, au bout de un peu plus d'un an et demi, j'ai travaillé avec les équipes de la direction, à l'époque de la direction de l'organisation, ce qu'on appelait la DOSI, direction de l'organisation et des systèmes d'information. Et j'ai en fait quitté la RH. Cet acronyme n'existe plus, je crois. J'ai donc quitté la RH pour accompagner les équipes métiers. Et là, j'ai travaillé sur la nouvelle organisation du groupe au niveau métier, formation des collaborateurs, mise en place d'un nouveau système d'information et de nouveaux process au niveau métier. Donc là, j'accompagnais le directeur de l'organisation. Voilà. Ah oui, donc déjà dès le départ, très tôt finalement, très tourné vers le business. En tout cas, tu as pu business et organisation. Ouais. Non, je le précise parce que souvent dans les parcours RH, ça peut rester assez facilement. Enfin, tu dis si je me trompe, mais on peut vite rester dans un silo RH. Ou dans une spécialité RH. Dans une spécialité, et c'est complètement ok. Mais là, effectivement, tu as une espèce déjà de passerelle dès le départ, qui te met quand même un pied dans la RH, un pied dans le business. Dans le business, oui. À l'époque, il y avait une personne qui s'occupait de la partie conduite du changement aussi, qui était rattachée à cette direction. Et en fait, c'est elle qui a pensé, en fait, à l'époque, à me proposer de venir les rejoindre.
Mais c'est vrai que à ce moment-là, j'étais en début de carrière et je ne voulais absolument pas être un spécialiste d'un domaine. Je voulais surtout pas qu'on me catégorise juriste en droit du travail, encore pas non plus recruteur, ni responsable de la formation, etc. Parce que je voulais absolument être polyvalent. Tu voulais être généraliste, ça c'était vraiment ton objectif. Voilà. Et puis je voulais être extrêmement aussi proche des métiers. Parce que je pense qu'on peut pas travailler pour une industrie qu'on n'aime pas, quand on est en tout cas sur une fonction support. Ça c'est une croyance. Ah oui, c'est une conviction. C'est une conviction. Ah ouais, parce que je pense on ne peut que vendre des métiers qu'on aime et servir une industrie qu'on admire ou qu'on a envie de faire bouger ou dont on trouve que ce qu'elle apporte en tout cas dans la société de manière générale, c'est de la valeur ajoutée et c'est bien quoi. Et alors, une fois ce poste fait, tu fais quoi? Tu quittes l'entreprise ou tu évolues dans l'entreprise? Alors, à l'époque, quand j'ai quitté mon poste, j'ai rejoint CBRE. En fait, ouais. Et tu as rejoint CBRE il y a combien de temps? Alors, c'était en 2007. Ah oui. Ouais. Et donc, je les ai rejoints en 2007, d'abord dans l'équipe recrutement. Ok. Donc là, tu étais concentré à ce moment-là uniquement sur le recrutement ou t'arrivais quand même à être polyvalent comme... Et alors au bout d'un an, ils m'ont passé chargé de mission et j'ai fait un peu plus que du recrutement. J'ai travaillé aussi sur l'intégration de filiales qu'on rachetait, sociétés qu'on rachetait qui étaient donc devenues des filiales. Et donc j'ai travaillé sur l'intégration de ces sociétés. Okay. Et ensuite, tout simplement, j'ai eu une proposition du Crédit Agricole. Qui avait créé la filière, une marque qui s'appelait Square Habitat, qui s'appelle toujours Square Habitat, elle existe encore. Et donc je les ai rejoints, pareil pour structurer leur fonction centrale, donc les ressources humaines. Je travaillais beaucoup avec un collègue qui était sur la fonction commerciale et deux autres collègues, et en fait on travaillait sur la structuration à la fois de l'offre de services, des ressources humaines, de l'organisation commerciale, etc., etc. Là, tu quittes CBRE. Là, j'ai quitté CBRE. D'accord. Et donc j'ai eu ce rôle chez Square Habitat. Et puis j'ai eu un deuxième rôle au Crédit Agricole. Okay. J'ai travaillé aussi pour Before Bank. Oh oui, Before Bank. Ouais. Et là, c'était au moment où on a créé la marque Before Bank avec la grande campagne Mon banquier c'est moi. Ah oui, j'ai accompagné les équipes. Et pareil, c'était accompagner l'équipe qui venait créer la marque tout simplement. Et ça a duré 6 mois seulement parce que CBRE m'a fait un appel du pied pour revenir. Et donc je suis revenu chez CBRE, je les ai quittés pas longtemps, je les ai quittés je crois 2 ans. Ah oui, c'est cool. Ouais. Et tu reviens sur 2 ou 3 ans, je me rappelle plus exactement, 2 ou 3 ans. Mais sans regret de quitter le Crédit Agricole. Non, j'ai beaucoup aimé mon expérience, parce que j'ai eu quand même 2 expériences au Crédit Agricole, le lancement de Square Habitat, et puis Before Bank, c'était quand même une super aventure. C'est des équipes qui étaient vraiment de belles équipes. J'ai eu une belle expérience avec eux. Mais j'étais content aussi de rejoindre CBRE, de revenir chez CBRE. Ouais. À l'époque, on n'avait pas beaucoup de collaborateurs qui revenaient chez CBRE. Pourquoi c'est plus le cas aujourd'hui? Alors, ce qui se passe, je pense que le principe était le suivant. Quand on quittait l'entreprise, il y avait une sorte d'interdit, on revenait pas. C'était une règle un peu RH de l'époque. Oh, c'était une règle un peu marché quand même, l'espèce de côté trahison. Exactement. Ouais. Et comme à l'époque, on m'a proposé de revenir pour être DRH adjoint, on a cassé la règle dans le groupe. Ah ouais. Nouvelle culture. Ok. Ah oui, alors tu reviens à quel poste chez CBRE? Alors DRH adjoint. DRH, ok. Et donc là, c'était en 2011 quand je suis revenu. Et en fait, je n'ai été DRH adjoint que pas très longtemps, puisque nous avons une DRH qui malheureusement, ou heureusement, puisque finalement je l'ai remplacée, je ne sais pas. Je dis malheureusement parce que c'est une personne qui n'est pas restée longtemps et moi j'avais pas prévu de devenir DRH tout de suite. Ouais. Je crois qu'à l'époque j'avais 32 ou 33 ans et en fait quand elle est partie, c'est elle qui a dit il faudrait qu'elle me remplace. Il a déjà le rôle quelque part dans les mains, donc ça ira, ça sera confortable et ça va marcher.
Tu te retrouves DRH à 32, 33 ans d'une entité qui faisait déjà 1600 personnes à l'époque. Alors non, à l'époque on était plus petit. D'accord. Et d'ailleurs, on a à peu près doublé les effectifs sur le territoire. Donc entre l'époque où je suis revenu chez CBRE et maintenant, on a doublé les effectifs. Ça c'était un objectif quand même, c'était dans un coin de ta tête de devenir DRH ou ça s'est fait j'avais en tête. Okay. J'avais envie parce que j'ai jamais voulu être enfermé dans une spécialité des ressources humaines, ni du droit d'ailleurs. C'était pour notamment parce que j'avais envie d'être DRH à l'époque, ça oui. Mais je pensais pas que ça arriverait si tôt. Voilà. 32, 33 ans, c'est top. Et alors tu deviens DRH de CBRE à l'époque. Quelles ont été tes premières actions en tant que DRH ? Alors il y a eu beaucoup de transformations. Ouais. Donc le président qui m'a nommé DRH n'est pas mon président actuel. Ouais, ok. Donc Fabrice Alouche nous a rejoint un petit peu après ma nomination. Et en fait, du coup, j'ai travaillé énormément avec lui sur justement cette transformation. Et dans cette transformation, alors déjà, il y avait un objectif qui était d'atteindre un niveau de chiffre d'affaires autour de 200 millions. Donc qu'on a atteint, puisque je le disais tout à l'heure au début de notre échange, et donc de transformer CBRE en France pour offrir toute l'offre de services que nous avions envie de proposer localement donc en France, à l'ensemble des investisseurs et des utilisateurs du monde en tout cas des entreprises et des investisseurs aussi, utilisatrices comme les propriétaires qui cherchent à avoir des solutions. Et en fait, on a travaillé sur toute la chaîne de valeur et on a accéléré la croissance et la présence de CBRE en France, à la fois en région, sur l'ensemble du territoire, à la fois sur l'offre de services et à la fois également sur de l'acquisition, c'est-à-dire de l'intégration de sociétés, mais aussi du recrutement. Donc voilà. C'est au programme quand même pour une prise de poste. Hein. Ouais. Alors ça s'est fait plusieurs années, bien évidemment. Ouais. Et puis sur la partie RH, il s'agissait de transformer la fonction RH et d'en faire une fonction un peu plus stratégique au service du comité de direction pour accompagner cette croissance. Ça, c'est intéressant. Qu'est-ce que tu places derrière ça quand tu dis faire en sorte que la fonction devienne plus stratégique ? Parce que je te pose la question parce que c'est une notoriété publique. Souvent, la fonction de DRH, elle est peut-être pas assez considérée, en tout cas pas à sa juste valeur. Elle devrait être plus stratégique et ça peut aussi peut-être aider des DRH qui vont regarder, écouter ce podcast et dire tiens, comment Mickaël a pu faire pour rendre sa fonction plus avec un poids en tout cas d'influence plus important, plus attractif, voilà. Je pense que la fonction RH, elle devient stratégique si le DRH se met au service de la stratégie de l'entreprise surtout. Et donc c'est très important d'intégrer en fait ce qu'est cette stratégie et comment elle se décline concrètement. Et en fait, dans tous les métiers de l'entreprise, il doit y avoir une déclinaison. La petite particularité du métier RH, c'est que la déclinaison a une dimension humaine très forte. Et le DRH, la DRH a un rôle moteur dans cette transformation. Parce que dans la transformation, il y a souvent un aspect humain qui est incontournable et surtout culturel. Okay. Et donc tout ce que va mettre en place la fonction RH pour décliner cette stratégie va être clé dans la transformation. À la fois dans les programmes de formation, à la fois dans le recrutement, dans la définition des objectifs qu'on va se donner au niveau de la fonction RH pour pouvoir décliner cette stratégie. Donc c'est ça qui fait que véritablement on peut apporter une valeur ajoutée parce qu'en fait les collègues des autres métiers n'ont pas en tête nécessairement cette particulier, ce savoir-faire. Ouais. Et les DRH n'ont pas forcément parfois la substance qui va leur permettre de nourrir la déclinaison stratégique. Toi, pour nourrir cette substance, il faut prendre part. Déjà, il faut essayer d'être dans le comité de direction. Donc moi, à l'époque, je l'étais, donc ça m'a facilité la tâche. Ouais. Il faut participer justement et s'intéresser, être curieux, participer à. Et tu n'as pas eu
alors peut-être pas des réflexions verbalisées, mais dire bon, bien gentil, Michael, mais t'es une fonction support, etc. Peut-être place au business sur certaines décisions. J'imagine que ça a dû t'arriver. J'ai jamais eu ça. En fait, parce qu'en fait, on est complémentaires. Moi, j'ai pas, à l'époque, j'avais pas à ma main toute la compréhension de ce que le business avait en tête, et vice versa. Ils avaient des problématiques, mais la solution, ils l'avaient pas nécessairement au niveau RH. Moi, je pouvais avoir des solutions RH, mais j'avais pas la connaissance métier. D'accord. Donc, c'est là qu'en fait le mariage marche. Et c'est vrai que j'ai toujours vu ma fonction à l'époque comme une fonction au service du business. Donc, c'est ce qui m'a permis aussi d'apprendre beaucoup. Et donc là, tu vas rester DRH combien de temps à ce moment-là? Alors, sur la fonction RH, j'y suis resté 9 ans, Ouais. 2 ans en tant qu'adjoint et 7 ans en tant que DRH. Et ensuite, pour basculer à ton poste actuel? Pas tout de suite. Pas tout de suite. Non. Ah. En fait, c'est au moment où on travaillait sur les succession plans, donc vraiment la succession de chaque manager de l'entreprise. Ma prédécesseuse, qui était directeur général, m'a spontanément proposé de la remplacer. Oui. Et donc m'a proposé dans un premier temps de prendre le rôle de directeur général adjoint, ce que j'ai fait pendant 2 ans et demi, un peu plus de 2 ans et demi. Ok. Et puis ensuite de basculer sur le rôle de directeur général lorsque elle a pris sa retraite, donc il y a maintenant presque 3 ans. Ça fait maintenant 3 ans que tu es... Ça fera 3 ans, oui, ça fera 3 ans en début d'année prochaine. Waouh. Super. Moi, je t'avoue que enfin, je suis recruteur, comme tu le sais, je suis chasseur, et c'est vrai que souvent, je suis intrigué par ces DRH comme toi, enfin les profils de DRH qui deviennent directeur général, qui passent véritablement côté business. Je trouve ça intriguant, curieux, intéressant. Et c'est vrai qu'en t'écoutant, on le sent que tu as toujours eu une volonté, en tout cas, de rester marquage à la culotte, comme on dit dans le sport du business, en disant attendez, moi je veux en être, etc. Et c'est presque naturel finalement que tu sois aujourd'hui directeur général. Alors ça s'est fait naturellement, effectivement, et c'était assez drôle. Je pense que je ne m'attendais pas à ce que ça soit aussi naturel. Pour toi ou pour les équipes? D'accord, pour toi. Ouais. Pour les équipes, je pense que c'était confortable parce que les gens me connaissaient depuis des années. Je connais les métiers maintenant, quand même. J'espère. Et forcément, ça a été plus facile pour moi que si j'étais venu de l'extérieur. Après, il y a quand même, avant tout ça, avant que je devienne DGA, je m'étais quand même préparé. Alors, j'avais pas en tête de prendre ce rôle, mais j'ai fait une formation en exécutif, j'ai fait le SCP. D'accord. Donc, je suis allé revisiter un certain nombre de matières, dont la finance, le marketing, le commercial. Ça, tu le fais, c'est intéressant. Ça, tu le fais à quel moment de ta carrière? Ça, je l'ai fait quand j'étais DRH, à la fin de mon parcours de DRH. Mais je l'ai fait très spontanément. J'avais pas en tête à l'époque d'évoluer vers une autre fonction. Ça, c'est toi qui le sollicite ou c'est CBRE qui Non, le c'est moi. C'est toi. Ouais, C'est c'est toi. une initiative personnelle. Ouais. D'accord. Ouais. Pourquoi tu as eu envie justement de te... Justement parce que j'avais envie d'être au service du business et de pas m'enfermer dans un rôle. Ça j'entends, mais il y avait un objectif prédéfini derrière, ou tu savais pas où ça allait t'emmener finalement? Eh ben non, il n'y avait pas d'objectif de carrière. Ouais. Mon seul objectif à l'époque, c'est d'apporter de la valeur ajoutée dans le tour de table au comité de direction. D'accord. Okay. Et de justement faire ce lien entre la stratégie de l'entreprise améliorer tes et mon rôle de performances, DRH. tout simplement, Exactement. en fait. À l'époque, c'était ça le but. D'accord. Et après, en fait, je me suis beaucoup amusé parce que j'ai fait beaucoup de choses à l'ESCP et finalement, je suis un petit peu tombé dans d'autres domaines encore plus. Ouais. Après, je suis de nature curieuse, donc bon, ça m'a pas. C'était plus. Je l'ai pas vécu comme quelque chose de difficile, même si c'était le week-end, même si c'était du travail en plus. Parce que ça dure combien de temps? Ça a duré 2 ans et demi au total. Ouais. Il faut quand même l'encaisser dans le quotidien. Quand même. Mais j'ai vécu vraiment comme quelque chose de sympa. En plus, il y a un beau réseau, on fait de belles rencontres, on apprend plein de choses. Donc, ça a été une petite parenthèse qui finalement m'a été bien utile après.
Ouais, tu sens les bénéfices sur ta fonction de DG aujourd'hui? Ça a été utile plus sur, je dirais, justement sur toute cette partie stratégie d'entreprise, alignement sur les métiers, etc. Parce que c'est ce que je fais au quotidien maintenant. D'accord. Et quel que soit le métier, pas que forcément sur la partie RH. On a notre DRH qui fait son boulot. Il n'a pas besoin de moi pour le faire. Ouais, j'allais te demander, du coup, comment tu gères la relation avec ta DRH aujourd'hui, puisque c'est finalement une grande partie de ta carrière. Tu as été plus longtemps RH que DG aujourd'hui. Ouais. Comment ça se passe pour toi? Comme avec les autres, c'est-à-dire qu'elle a son domaine et les autres ont leur domaine et donc je n'ai pas de... Tu n'interfères pas. Non, je fais attention. D'accord. Au début, c'était quelque chose de naturel, les gens posaient facilement des questions, ça peut arriver encore de temps en temps, mais ça arrive avec toutes les fonctions avec lesquelles je travaille. Je veux dire, si quelqu'un a une question à poser, il peut tout à fait m'adresser une question sans passer par le directeur juridique, la directrice financière, la DRH, etc. En général, ils passent quand même par eux. Enfin, c'est quand même eux les spécialistes de leur domaine. Qu'est-ce que tu penses plus largement de la fonction RH aujourd'hui en 2024? Est-ce que tu as La fonction RH? Ouais, la fonction RH. Je pense que c'est une fonction... Excuse-moi de te couper, mais c'est vrai que tu as dit tout à l'heure que pour être finalement dans la fonction RH, il faut avoir des convictions fortes. Est-ce que des années plus tard, en 2024, tu penses toujours que c'est le cas aujourd'hui pour être DRH? Enfin, quel est vraiment ton... Moi, je pense que c'est le cas pour toutes les fonctions, pas que pour la fonction RH. Après, je communique quelque part quelque chose qui est dans mon ADN par rapport à ma propre expérience quand je suis passé par le parcours RH. Mais je pense que c'est pareil pour les autres fonctions. Je pense qu'un bon directeur financier, il peut pas être bon directeur financier s'il aime pas l'industrie pour laquelle il bosse. Parce que être directeur financier, c'est aussi aligner les chiffres à la stratégie de l'entreprise, mais pas que les chiffres d'ailleurs. Être un bon directeur juridique, c'est pareil, etc., etc. Donc les meilleurs dans ces domaines-là sont des personnes qui s'intéressent forcément à l'industrie dans laquelle ils travaillent, et en particulier à la stratégie d'entreprise et à voir comment ils vont mettre au service chacun leurs compétences pour accélérer justement les objectifs stratégiques de l'entreprise. Parfait. Mais et alors plus largement dans l'industrie IMO dont tu fais partie maintenant. IMO, ouais. Depuis longtemps maintenant. Quel est ton point de vue sur ce secteur? Est-ce qu'il y a... Alors l'immobilier, c'est un secteur très vaste, ouais. Déjà. C'est une industrie qui est quand même extrêmement large, moi, au sein de cette industrie, je travaille sur la partie immobilier transactionnel, de conseil, ouais. Immobilier commercial, immobilier de gestion aussi. C'est une industrie qui est extrêmement riche. Je pense que c'est une industrie dans laquelle on peut faire des carrières extrêmement différentes, ouais. Quelque part. On peut être en B2B, en B2C. On peut être sur des spécialités. Chez CBRE, on est multispécialiste. On travaille autant sur des actifs en hôtellerie, en retail, en bureau, en logistique. Ouais, c'est vrai que c'est large chez vous. C'est extrêmement large en fait. Ouais. On peut faire plein de choses. Donc on a déjà une richesse qui est incroyable. En plus, alors moi ce que j'aime un peu plus chez CBRE, donc je vais parler un peu plus pour le domaine d'activité pour lequel on travaille nous dans l'industrie immobilière, c'est qu'on travaille aussi pour des acteurs qui sont passionnants parce que ce sont des entreprises. Donc nous sommes nous-mêmes quelque part des déclineurs de une partie de leur stratégie. C'est-à-dire que ces entreprises qui sont soit des grands investisseurs, des propriétaires, des utilisateurs aussi, ouais. Elles ont des objectifs. Et nous allons les accompagner sur la partie immobilière en déclinaison stratégique, ouais. Très précisément. Et donc nos équipes, elles accompagnent parfois des entrepreneurs tout simplement, mais aussi des grands comptes qui ont besoin en fait de les aider par rapport à leurs propres objectifs et dans lesquels on va intégrer la dimension immobilière tout simplement pour les aider. Je t'écoute et tu es là. Enfin, je te donne un peu le ressenti que j'ai en t'écoutant. Je te trouve tellement aligné avec ce que tu fais que c'en est presque perturbant.
pour moi. Ouais. Non, mais c'est vrai, je te trouve tellement aligné dans ce que tu as fait en tant que RH, maintenant en tant que DG. Après, ça fait longtemps que tu es dans ce secteur et que tu connais bien maintenant. Et effectivement, on sent que tu as une maîtrise des enjeux à la fois pour ta société et puis pour ceux de tes clients. Je trouve ça assez incroyable. Et je te sens comme en tout cas, c'est comme ça que je le reçois, comme un poisson dans l'eau, hein, véritablement, comme s'il n'y avait pas à la fois, certainement, il y a des choses très positives, mais il n'y avait pas non plus de difficultés. En tout cas, il y a des difficultés partout, hein, donc, non, mais en tout cas, à chaque fois que je te pose une question, tu le prends de manière extrêmement positive, hein, l'histoire du verre à moitié plein. J'imagine qu'il y a des enjeux peut-être difficiles, majeurs, il y a des etc. difficultés, hein. On a vécu comme tous la crise du Covid. Aujourd'hui, l'industrie immobilière, elle est aussi exposée à des difficultés, notamment dans l'investissement en ce moment. On pense que ça va reprendre puisque là on a un petit peu touché le bas de la courbe. Mais bon, c'est la chance de CBRE, ou le génie de CBRE, puisque ça a été réfléchi aussi, c'est que comme on est multispécialiste, on n'est pas dépendant uniquement d'un métier. Donc du coup, on a une forme de résilience quand les marchés changent et on est capable de faire face. Et on l'a pas fait uniquement dans un objectif de se mettre à l'abri. C'est surtout la suite et la conséquence d'une réflexion qui est de se dire pour être meilleur, qu'est-ce qu'il faut faire? Et il faut juste couvrir l'ensemble des besoins. Et c'est pour ça qu'on est multispécialiste, pour essayer de répondre justement aux exigences de nos clients. Ce qui fait que quelque part, quels que soient les changements, même si ça peut influencer, influer sur notre activité, on a une capacité quelque part à apporter des réponses. Et du coup, ils auront aussi besoin de nous dans les moments les plus difficiles pour faire des arbitrages, avoir des conseils, etc. C'est intéressant ce que tu viens de dire sur CBRE, parce que j'ai l'impression que c'est presque ton ADN à toi également, et finalement c'est un mariage presque parfait, si on peut dire que quelque chose peut être parfait dans ce sens-là, mais dis-moi si je me trompe, mais il y a une forme chez CBRE, en tout cas, de nécessité d'anticiper en permanence, et j'ai l'impression que tu l'as fait aussi dès le départ pour ta carrière. Tu t'es jamais laissé embarquer dans un corner, tu le dis toi-même, t'as jamais voulu en tout cas qu'on te définisse comme tel spécialiste du droit, etc. Et finalement j'ai l'impression que tu es arrivé dans une société qui réfléchissait un peu comme toi, qui essaie toujours avec un coup d'avance anticiper les coups, et qui finalement, même en temps de crise, comme c'est le cas depuis quelque temps maintenant, traverse. Et en fait, finalement, ça met des mots sur ce que je ressens. Encore une fois, tu dis si je me trompe, mais face à toi, tiens, en fait, ça glisse, mais parce que oui, il y a des galères, oui, il y a des choses positives, mais en même temps, c'était géré, anticipé, même si on doit prendre parfois, j'imagine, des décisions sympas ou difficiles, mais en tout cas, il y a une espèce de sagesse qui vient d'une forme d'anticipation, en tout cas dans la posture. Je pense qu'il y a un peu de ça. Bon, après, je me rends pas forcément compte, mais je pense surtout qu'on a... Moi, je me retrouve dans cette entreprise, ce que j'aime en fait chez CBRE, c'est l'ADN entrepreneurial de nos collaborateurs. D'accord. Et je pense que quand on a cet ADN, forcément, on se sent bien chez CBRE. Donc voilà, c'est facile pour moi de vendre l'entreprise parce que c'est une entreprise que j'aime beaucoup et j'y suis attaché même affectivement. Mais je le sens, mais c'est assez génial à vivre en fait. Et je pense que c'est quelque chose qu'on partage avec nos collaborateurs. Je pense que beaucoup de collaborateurs sont affectivement attachés à l'entreprise aussi, mais aussi à leurs clients. Et c'est pas quelque chose qu'on cache, enfin ça fait partie de la vie. Non, je confirme pour ceux qui vont écouter et regarder ce podcast. Effectivement, j'essaie de mettre des mots sur des émotions que tu me provoques, et effectivement, c'est exactement ça. Je pense qu'à la fin de l'épisode, je vais te demander de rentrer chez CBRE. Non, mais c'est vrai que ça provoque quelque chose. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, on peut pas être insensible à ça en tout cas. Ça c'est sûr. C'est assez incroyable quand même. Là, pour le coup, il y a alors, dans mon podcast hors norme, souvent, je parle de singularité et de placer sa singularité, son potentiel au bon endroit. Je peux dire que pour toi, c'est un match parfait, là. En tout cas, moi, je suis très content.
de cette expérience que j'ai avec CBRE, ça c'est sûr, et les collaborateurs, parce que c'est une grande famille quelque part. Et alors du coup, est-ce que tu pourrais un jour quitter CBRE et alors question pas évidente parce qu'on est filmé, mais en tout cas sortir, peut-être plus largement sortir du monde IMO. C'est possible. C'est possible et ça s'imposera un jour. Je pense que, ou alors si ça s'impose pas, on verra. Peut-être que j'aurai eu une autre trajectoire au sein de l'entreprise. Aujourd'hui, je sais pas. Mais après, ça me semble un peu normal, en tout cas. Bien sûr. Ouais. Mais j'imagine que les critères de la future entreprise, si elle existe, ça va être compliqué quand même, parce que tu as l'air effectivement, tu l'as dit, passionné et affectivement attaché. Il va falloir que le prochain projet, si c'est pas CBRE, il faut quand même qu'il soit incarné, quoi. Après, je pense que c'est les personnes qui incarnent elles-mêmes l'entreprise et qui véhiculent ça. Donc, on peut arriver dans un environnement différent et apporter un autre état d'esprit. Ouais. Il se trouve que moi j'avais cette harmonie entre guillemets entre moi et l'entreprise CBRE au moment où je l'ai rejoint. Mais je pense que dans beaucoup d'entreprises on peut apporter ça et c'est surtout dans la façon dont on manage l'entreprise et dans ce qu'incarnent les dirigeants de cette entreprise qu'on peut apporter ça. J'allais te demander justement plus sérieusement, effectivement, enfin tu donnes une partie de la réponse, mais dans la gouvernance, au sein du comité de direction, tu parles que les membres du comité de direction incarnent cette culture que je ressens aujourd'hui face à toi, mais de quelle manière ils l'incarnent ? Est-ce que tu pourrais mettre des mots pour... Des mots ? Ouais. Proximité. Ouais. Ça, c'est le premier mot qui me vient à l'esprit. Je pense qu'on a un comité de direction qui est extrêmement accessible. D'accord. Un président aussi qui est accessible d'ailleurs. Fabrice, tu parles de Fabrice. Ouais, tout à fait. Une grande proximité. Alors, quand j'étais DRH, je l'ai incarné à travers des programmes spécifiques. Ouais. Il faut savoir que dans toutes nos sessions d'accueil des nouveaux entrants, nous demandons à des membres du comité de direction et au président et à moi-même de venir rencontrer les nouveaux entrants, de leur parler de l'entreprise, de leur parler de la stratégie de l'entreprise, de l'offre de service, d'avoir un échange avec eux directement. Donc cet ADN, on le cultive ou on le cultive pas, mais nous on l'a décidé de le cultiver depuis le début en fait. Et quand tu dis des nouveaux arrivants, ça peut être des juniors confirmés, seniors. Toi, directeur général, tu es présent à chaque promotion. Et notre DRH aussi, notre président aussi. Et le but, justement, c'est de créer cette proximité. Parce que on est dans un métier humain. Chez CBRE, on ne vend pas des chaises. Ouais. Donc les personnes en fait qui incarnent ce que nous vendons sont les personnes, tout simplement, les collaborateurs. Et nécessairement... c'est eux qui vont incarner l'entreprise directement. Et je pense que cette proximité permet de mieux comprendre les choses, de mieux comprendre ce qui se passe au contact des clients, sur le terrain, dans le day-to-day, et comment on peut se mettre au service de nos équipes pour les aider, en fait, tout simplement. Oui, c'est vrai que c'est un... Oui, et puis en plus, la compétition est rude dans votre secteur. Je sais pas si tu peux en dire quelques mots, mais effectivement, chaque collaborateur au quotidien va chasser du mètre carré, si je puis dire. Oui, alors après, il y a plusieurs types de métiers chez nous, donc... Pardon, je faisais une caricature. Autant pour moi. Mais oui, mais c'est vrai. Après, on a des très belles équipes aujourd'hui qui ont de belles parts de marché et qui, je pense, sont référentes en fait sur l'ensemble des géographies. Donc, c'est chouette. C'est vraiment... je pense que ces équipes ont réussi à incarner à la fois ce qu'on avait envie de transmettre à nos clients, et cette proximité qu'on a envie de cultiver, qui est clé dans notre domaine d'activité, parce que cette proximité, quand on la décline avec nos clients, ça nous permet de mieux comprendre qui ils sont, ce qu'ils ont envie de faire,
quels sont leurs projets, quels sont leurs enjeux, et comment on peut les aider aussi. Donc en fait, ça se cascade tout ça. Ouais, non, mais c'est assez génial. C'est marrant parce que quand tu parles de proximité, effectivement, ces promos que tu accueilles personnellement, etc. Je vois les posts sur LinkedIn qui sont souvent diffusés et je m'étais dit toujours avant qu'on échange aujourd'hui, je m'étais dit parce qu'il y a quand même quelques sociétés aussi qui le font. Je m'étais toujours demandé est-ce que c'était un peu bullshit, pas bullshit, est-ce que c'est pas juste une photo et après tu retournes dans ta tour d'ivoire, tu vois. Et donc là, tu me rassures, tu me confirmes que non, et que ça fait partie intégrante, et que tu passes du temps avec eux, et que tu les accueilles véritablement. Alors, on essaye tous de le faire, parce qu'on reste quand même une grande entreprise, mais malgré la taille de notre entreprise, surtout à l'échelle mondiale, c'est impressionnant. Ouais. On a vraiment souhaité cultiver cette proximité avec nos collaborateurs, et on continue de le faire. Ça fait partie vraiment de nos mantras, en fait. Le headquarter de CBRE, il est... Alors lequel? le siège monde, où est-il? Il est à Dallas. Il est à Dallas. Ouais. Et le poids du headquarter sur ton entité en France, elle est... C'est un fonctionnement... c'est une entreprise américaine, donc... Je te pose la question, je me permets de poser la question parce que souvent les boîtes américaines, le siège social, le headquarter, comme on dit, a beaucoup de poids dans les sociétés américaines sur les entités à l'étranger. Est-ce que c'est le cas alors, nous, ils ont un poids parce que de toute façon, ils représentent notre actionnaire, donc ça c'est normal. Et bien sûr, au niveau de la stratégie globale du groupe, ils ont leur mot à dire. Mais ils le font de manière intelligente. C'est une entreprise qui est ni globale ni locale, mais comme le disent certains dans les écoles de commerce, elle est glocale en fait. Elle est à la fois globale et locale. Et c'est comme ça que ça marche, parce que CBRE adresse des sujets sur l'ensemble sur des territoires qui sont quand même importants, parce que c'est dans le monde entier, pour des comptes et des clients qui sont internationaux. Et là, on peut rien faire sans notre maison mère à Dallas et sans ce maillage territorial qui nous permet de répondre à ça. Et en même temps, c'est vrai que au niveau local, on a aussi des entreprises qui sont sur des territoires, qui sont ancrées, qui ont des besoins, qui ont des problématiques qui sont très locales, et sur lesquelles nous on a une expertise locale, et donc on peut apporter ça. Donc c'est en fait complémentaire, c'est totalement complémentaire. C'est en ça que on est dans une entreprise qui écoute le local, mais qui aussi a gardé une stratégie, qui garde sa stratégie globale, et qui essaie de combiner les deux. Et dans notre organisation, c'est comme ça que ça marche. Donc on a des responsables géographiques. Qui sont sur des territoires transnationaux et sur des territoires nationaux et sur des territoires ultra-locaux. Donc on a ici par exemple quelqu'un qui est responsable du territoire à Toulouse. Et ensuite on a des responsables en matricialité sur des métiers dans le monde entier. Et puis aussi on a des responsables qui sont spécialisés dans des classes d'actifs. Parce qu'ils ont une couleur, une spécialité qui fait que ils vont apporter autre chose. Donc c'est un mélange de tout ça qui fait que ça marche. Je reviens sur toi, cet alignement qu'on évoque depuis tout à l'heure entre tes besoins, tes envies et puis celles de ton entreprise. Tu as eu recours à du développement personnel, tu as fait des choses pour essayer de mieux te connaître, pour que finalement tu ailles peut-être plus facilement, enfin peut-être moins par hasard, sur la situation que tu vis aujourd'hui, où encore une fois tu me donnes le sentiment qu'il y a un match parfait. Alors, je le dis pas en général. C'est vrai que j'oublie d'en parler. Mais quand j'étais à l'époque chez Gstream, qui est ensuite devenu Nexity Service, j'ai travaillé pour cette équipe projet où j'étais à la direction de l'organisation de l'époque. Et pour les accompagner, j'ai fait une formation de coach à l'époque. D'accord. Ouais. Donc j'ai fait un travail sur moi. J'ai aussi fait cette formation.
C'est-à-dire, attends. Et j'ai fait les deux. Oui, T'as fait les deux. Quand tu dis un travail sur soi, t'as été voir j'ai travaillé sur moi. une psychologue. C'est un travail, de développement personnel. Et t'as fait le coaching. On fait les deux en général quand on veut aller, quand on veut faire du coaching. Alors, c'est intéressant, je rebondis quand on veut bien le faire. Voilà, c'est ça. J'ai rien contre les coachs, mais en général, je suis assez d'accord avec toi. Effectivement, vaut mieux faire le travail sur soi et faire le coaching. Exactement. Donc en fait, j'ai fait le DESU coaching de Paris 8 à l'époque. D'accord. Et j'ai moi-même utilisé ces techniques-là à l'époque quand j'accompagnais les équipes de la direction de l'organisation sur les projets de transformation qui étaient les nôtres. Aujourd'hui, enfin même après, j'ai jamais fait de coaching, j'ai jamais vendu de coaching personnellement. Je ne suis pas coach à la disposition de l'extérieur, même si j'utilise encore des méthodes de coaching quand je travaille au quotidien, mais je me rends même pas compte en fait. C'est un mindset en fait. C'est soit on raisonne comme ça et on fonctionne comme ça, soit on est dans quelque chose de différent et là on est plus dans comment dirais-je, une façon soit plus directive, soit plus conseil, etc. Donc je peux, parce que je prends plusieurs casquettes. J'ai des expertises, donc je peux avoir ma casquette de conseil. Mais la plupart du temps, c'est vrai que je préfère faire émerger des solutions en collectif à travers plus des techniques de coaching finalement que autre chose. Il y a eu un déclencheur de vouloir justement faire ce travail sur soi et cette formation? En fait, il n'y a pas eu de déclencheur. En fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai fait ma première bifurcation de RH vers métier plutôt d'organisation et au sein de au service de la direction générale de l'entreprise dans laquelle j'étais à l'époque, je me sentais pas légitime en fait à travailler sur autre chose que des ressources humaines. D'accord. À cette époque-là, en tout cas. Okay. Là, t'as quel âge à ce moment-là? J'avais 27 ans. Ok. 26-27 ans. Et donc, je m'étais dit, mais qu'est-ce que je peux faire pour apporter quelque chose à cette équipe de spécialistes, qui étaient tous des spécialistes de l'immobilier d'ailleurs. Et donc, j'ai fait une formation en coaching parce que, de toute façon, c'est pas moi qui apporterai les solutions de cette équipe à l'époque. Et mon objectif, c'était de les faire fonctionner ensemble sur un projet dans lequel on allait un peu... on savait où on allait en termes d'objectifs, mais en termes de méthodo et surtout en termes de gestion des aléas, il fallait faire avec. Et donc, c'était un peu l'inconnu. Et donc, moi, mon objectif, c'était de les accompagner, quels que soient ces inconnus. Et c'est là qu'en fait, je suis allé faire une formation de cette nature pour essayer justement de les aider à travailler ces aspects-là. Ce que j'ai fait, en fait, sur le projet. Tout comme tu prends cette formation à l'ESCP, il y a là, dans ce que j'entends, toujours cette envie première d'aider l'autre, de t'améliorer toi pour aider l'autre. Hein, tout à l'heure, on parlait de recherche de la performance pour toi. Je te posais la question, est-ce qu'il y a eu un déclencheur pour faire cette formation à l'USCP? Tu me dis non, mieux servir le comité de direction, enfin en tout cas les autres, etc. Oui, à l'époque, c'est déjà ça. Ouais. Et c'est déjà ça, en fait, ce que tu es en train de me dire, c'était déjà ça à l'époque. Dire, bah tiens, comment moi je peux m'améliorer pour aider les autres à trouver des solutions, non pas à leur place, mais à leur initiative. En fait, t'es déjà à ce moment-là dans la même démarche. Ouais, mais j'en avais pas conscience, en fait, je pense. C'est incroyable. Non, c'est génial. Ouais. C'est génial. C'est une posture finalement qui te va bien, puisque aujourd'hui tu es directeur général et tu englobes toute cette en tout cas qui est devenu je le sens, je l'entends, ton style de leadership finalement. Je pense qu'on n'en a pas, enfin moi j'en avais pas conscience à l'époque quand je l'ai fait, mais je pense l'une des missions d'une direction générale, alors évidemment c'est d'éclairer son actionnaire, pas que faire ce que l'actionnaire dit, parce que l'actionnaire a besoin aussi d'être éclairé, hein, c'est normal, mais c'est aussi de se mettre au service de ses équipes. Parce qu'on a très très vite le syndrome du dirigeant aveuglé. Il faut que, et puis on ne sait pas ce qui se passe, quoi. Ouais. Donc c'est très important de garder ce lien, d'avoir cette gymnastique en fait,
de conserver ce lien avec les équipes et aussi avec les clients, parce que c'est ça en fait qui fait qu'une entreprise est utile. C'est intéressant ce que tu dis, garder le lien avec le terrain, avec les équipes, mais je dirais aussi et avant tout, dis-moi si je me trompe, mais c'est déjà garder le lien avec toi. Ce que tu fais à 27 ans, finalement, c'est déjà te centrer toi. Ouais, pour savoir exactement. Ouais. Et tu le refais plus tard avec le SCP pour justement être plus performant. Ouais. Ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est pour ça que j'arrive du mal à définir tout à l'heure, mais pourquoi autant d'alignement, etc. Mais en fait, parce que il y a de l'anticipation, tu as fait l'effort pour effectivement savoir te placer, pour pouvoir mieux servir les autres, te placer et développer des compétences pour être dans, je dirais, ce qui est un peu ta promesse finalement de chaque fois tu le dis, tu le verbalises, d'être au service des équipes. Et en fait, j'entends qu'il y a une espèce de colonne vertébrale chez toi qui est non négociable. C'est-à-dire, je dois, moi, Michael Jacquemin, être au mieux pour servir mes équipes. C'est quoi être au mieux? C'est parfois, comme je l'ai fait à 27 ans, ou quand je fais le SCP, prendre du recul, faire le nécessaire de mon côté, revenir sur le terrain et performer, pas seul, mais ensemble. Oui. Il y a un vrai... je trouve que c'est marrant parce que j'ai publié aujourd'hui même un extrait d'un épisode qui va sortir. C'est un regard croisé entre le DRH de Aoste et un entraîneur du top 14 club professionnel de rugby. C'est un regard croisé entre le métier d'entraîneur et le DRH. Et dans l'extrait de ce matin, l'entraîneur de rugby, Philippe, que je salue s'il écoute ce podcast plus tard, quand il sortira, il dit justement, on peut pas dissocier, il dit clairement ça, on peut pas dissocier la performance collective de la performance individuelle. Je trouve que tu le caractérises assez bien dans ce que tu m'expliques aujourd'hui. À chaque fois, tu fais l'effort individuellement au profit du collectif, et l'un ne va pas sans l'autre. Je trouve que ça te va plutôt bien. Merci. Non, je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais... oui, je pense que de toute façon, on peut pas être... pour moi, c'est la seule façon d'être utile dans une entreprise et au service d'une collectivité, même si on n'est pas dans une entreprise. Et que ça marche surtout. Parce que si on veut que ça marche, il faut avoir cette capacité aussi de prendre les yeux des autres et de ne pas regarder qu'avec les siens. J'ai envie d'aller sur la fin de cet épisode, parce que là, honnêtement, on est... Merci, avant même la fin de cet épisode, merci Michael pour ce partage, je trouve que c'est vraiment passionnant, intéressant. Comme à chaque fois, je le dis, mais je découvre encore des choses, même si on se connaît depuis longtemps, mais je découvre encore des choses sur toi, et j'en suis ravi. Aujourd'hui, tu es directeur général de CBRE, ancien DRH. Est-ce qu'aujourd'hui tu changerais quelque chose? À quoi changerais quelque chose? À mon parcours? À ton parcours, à ton parcours. Moi, je suis content du parcours que j'ai eu, y compris dans les moments qui ont été plus challengeants, parce que c'est un parcours dans lequel il y a eu aussi des moments de challenge. Et je pense que c'est ça qui a fait ce que je suis aujourd'hui, donc j'ai pas envie de le changer quelque part. Je suis content avec ce que j'ai appris. On a toujours envie de faire plus, mais il faut aussi se satisfaire de ce qu'on a fait et faire plus. C'est pour la suite. Il faut continuer en fait. Continuer à apprendre. Je parle pas de carrière, je parle vraiment de faire des choses dans lesquelles on s'épanouit, se mettre dans travailler au service d'équipe et d'entreprise, ou même si on travaille pas, trouver du sens dans ce qu'on fait et trouver surtout du plaisir. Ouais. Voilà. Oui, ça, on peut dire que toi, en tout cas, tu te donnes les moyens pour que ça te plaise et qu'il y ait performance derrière, parce que c'est un peu la conséquence d'avoir du plaisir, hein, si je résume ta pensée. Merci beaucoup, Michael. Avec plaisir. Merci encore d'avoir accepté mon invitation. Merci à vous de m'avoir encore suivi dans cet épisode avec Michael. Je vous dis à très très bientôt pour un autre épisode d'Ordant.
Ciao, ciao. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode d'Hors Normes avec moi. J'espère qu'il vous aidera à oser vous écouter, à faire des choix audacieux et à prendre un chemin hors des normes. Si c'est le cas, je compte sur vous pour le partager à vos proches, mettre la note de 5 étoiles sur les plateformes d'écoute. Si vous souhaitez également me suggérer des invités ou tout simplement me faire part de vos retours, vous pouvez me contacter via mon compte LinkedIn. Je suis Jess Bichet et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode d'Hors Normes.